Vous êtes-vous déjà demandé sur quoi reposent les fondements de notre réalité ? Et si je vous disais que le monde qui nous entoure est régi par des particules mystérieuses et des dimensions invisibles, me croiriez-vous ? Rien n'est moins sûr. Pourtant, la nature des forces et des éléments qui façonnent notre univers nous est inconnue. Certes, les avancées scientifiques des siècles derniers nous ont permis de comprendre en détail les événements qui se déroulent à l'échelle macroscopique. Mais lorsque l'on s'aventure à de plus petites échelles, c'est comme si nous entrions dans une réalité parallèle dont le fonctionnement nous échappe. Dans ce monde de l'infiniment petit, les lois de la physique et de la relativité que nous connaissons n'ont plus cours. À la place, on y trouve des particules étranges, parfois invisibles, qui interagissent de manière si mystérieuse que l'on peine à croire qu'elles fonctionnent ainsi. Physique quantique, théorie des cordes, supersymétrie, principe d'incertitude, autant d'expressions qui tentent de décrire les mécanismes de cette réalité invisible pour en faciliter sa compréhension. Malheureusement, certains paramètres nous échappent toujours, et il est possible que les capacités intellectuelles de l'homme ne lui permettent jamais d'apprivoiser les événements qui se tiennent au cœur des atomes. Cela dit, tant que le mystère subsistera, les recherches se poursuivront, chaque découverte soulevant irrémédiablement son lot de questions. En cherchant à sonder le monde microscopique, les scientifiques ont tout de même pu s'aventurer très loin dans ce que la nature a de plus petit. S'il y a de ça quelques décennies, nous pensions que les atomes étaient des briques insécables composant la matière, nous savons aujourd'hui que ces éléments abritent un incroyable bestiaire de particules. Quarks, gluons, bosons de Higgs, neutrinos, photons, il y a de quoi avoir le vertige. Dire que ces éléments sont minuscules est un pur euphémisme. Pour le comprendre, faisons une comparaison d'échelle. Les observations du cosmos nous indiquent que le diamètre de l'univers observable est d'environ 93 milliards d'années-lumière. Jusqu'à récemment, le nombre de galaxies dans l'univers était évalué entre 100 et 200 milliards. Il y en aurait en fait 2000 milliards d'après les dernières estimations. De fait, notre Voie lactée n'est qu'une minuscule goutte d'eau au sein d'un océan cosmique. Pourtant, de notre point de vue, ces dimensions sont démesurées. Elles dépasseraient les 100 000 années-lumière. Une taille suffisante pour abriter entre 200 et 400 milliards d'étoiles et sans doute plus de 100 milliards de planètes. Parmi ces étoiles, il y a notre Soleil, près de 700 000 km de rayon, soit environ 109 fois le diamètre de la Terre. Notre belle planète bleue, gigantesque à nos yeux, est en réalité invisible dans ce cosmos. Car si le système solaire était une ville d'une vingtaine de kilomètres, la Terre ne serait guère plus qu'un grain de raisin. Et pourtant, c'est plus de 8 milliards d'êtres humains qui vivent désormais sur cette dernière. Mais encore une fois, les apparences sont trompeuses, car l'homme est bien loin d'occuper tout l'espace disponible sur cette Terre. Si nous regroupions l'ensemble des hommes qui vivent actuellement, ils tiendraient sur une surface équivalente à la ville de Los Angeles. Ainsi, en comparaison d'une planète tellurique de taille modeste, l'homme est un grain de sable. Si cette comparaison d'échelle vous donne un léger mal de tête, attendez donc la suite, car il est possible d'aller bien plus loin. En effet, chaque être humain, aussi microscopique soit-il face au cosmos, est constitué d'environ 30 000 milliards de cellules. Et ces petites cellules, observables uniquement au microscope, sont elles-mêmes constituées de 100 000 milliards d'atomes. Ce chiffre varie grandement d'une cellule à l'autre, mais il reste complètement démesuré. Attendez, nous pouvons encore aller au-delà. En observant le cœur des atomes, on constate avec stupeur que ces derniers sont constitués à 99,9% de vide. En d'autres termes, les particules élémentaires qui donnent vie aux atomes n'occupent que 10 puissance moins 14% de leur structure. Nous pouvons le dire, la matière est donc théoriquement constituée de néant. Cela paraît fou, mais dans ce néant se cachent d'infimes éléments du monde quantique qui donnent vie à la réalité que nous connaissons. Et bien que nous soyons constitués d'atomes, leur nature profonde nous semble plus distante encore que les confins de l'univers observable. Ainsi, l'infiniment petit recèle bien des mystères.
Chers voyageurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous partons explorer le cœur de la matière dans l'infiniment petit. Ensemble, nous tenterons de percer ses secrets en regardant littéralement au plus profond de nous-mêmes. Mais avant de partir pour une nouvelle aventure, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci et bon voyage. Avant d'entamer notre périple vers le monde de l'infiniment petit, nous devons d'abord observer le monde qui nous entoure. Comme vous le savez, celui-ci est régi par des lois physiques qui nous paraissent immuables, notamment la relativité générale d'Albert Einstein, la mécanique newtonienne ou encore l'électromagnétisme classique de Maxwell. Mais pour descendre à l'échelle quantique, vous devrez oublier une bonne partie de ces vérités générales. Dans ce monde, on observe des phénomènes intrigants qui ne sont pas pris en compte par les lois classiques de notre réalité. Vous voulez un exemple ? Très bien. Dans ce cas, connaissez-vous une personne qui soit à la fois morte et vivante ? À part dans les films de zombies de George Romero, cela est tout à fait impossible. Ces deux états sont bien distincts. Personne ne peut être à la fois décédé et en vie. Du moins au sens propre du terme. Mais en physique quantique, les choses sont tout autres. Une particule peut exister simultanément dans plusieurs états différents. Ce phénomène est appelé superposition quantique. Il est d'ailleurs parfaitement illustré par la célèbre expérience de pensée du chat de Schrödinger, formulée par le physicien du même nom en 1935. Dans cette expérience, on imagine une boîte hermétiquement fermée contenant un chat, un flacon de poison, un dispositif de détection de particules radioactives et un morceau de matériau radioactif. Lorsque le matériau radioactif se désintègre, il déclenche le dispositif de détection, brisant ainsi le flacon de poison et entraînant la mort du chat. Selon la physique quantique, avant que la boîte ne soit ouverte pour effectuer une mesure, l'état du système, à savoir le chat, le matériau radioactif et le poison, est décrit par une superposition quantique. Cela signifie que le chat est théoriquement dans un état de superposition, à la fois mort et vivant jusqu'à l'ouverture de la boîte. Évidemment, cette drôle d'expérience ne reflète pas la réalité à l'échelle macroscopique. Mais elle nous permet de comprendre le phénomène de superposition propre aux particules subatomiques. Vous trouvez cela étrange ? Pourtant, nous n'avons qu'effleuré la surface de bizarreries tapie dans le royaume de l'infiniment petit. En son sein, on retrouve aussi l'intrication quantique. Cette loi nous dit que lorsque deux particules sont intriquées, leur état quantique est lié de manière indissociable, indépendamment de leur distance spatiale. Et si deux particules sont dans un état d'intrication, seule une mesure nous permettra de savoir quel état définitif elles vont adopter. Or, une mesure faite sur l'une des deux particules va instantanément affecter l'état de sa particule jumelle, même si les deux sont séparés par de grandes distances. C'est un peu comme si les deux entités pouvaient communiquer de manière immédiate, à une vitesse instantanée qui dépasse donc celle de la lumière et qui remet en cause les lois de la physique moderne. On dit alors qu'il s'agit d'un phénomène de non-localité. Tout cela vous semble peut-être très complexe, et c'est bien normal. La physique dite quantique est totalement contre-intuitive. Si bien que plus d'un physicien s'est arraché les cheveux pour essayer d'en percer ses secrets. Mais rassurez-vous, nous reviendrons plus en détail sur ces spécificités au cours de notre voyage. En attendant, revenons-en au monde macroscopique qui nous entoure. Tout comme Erwin Schrödinger, nous allons nous aussi faire une expérience de pensée. Pour cela, nous allons imaginer que nous avons la capacité de pouvoir grandir et rétrécir à volonté. Un peu comme le super-héros Ant-Man de chez Marvel. Grâce à ce pouvoir, nous pouvons nous rendre près du mont Everest, la plus grande formation montagneuse de la croûte terrestre.
Son point le plus haut culmine à près de 9000 mètres d'altitude. Nous allons donc grandir jusqu'à atteindre cette taille. Disons que ce sera notre point de départ pour entamer notre descente vers les échelles microscopiques. Seulement, pour rétrécir, nous avons besoin de différents référentiels. Dans ce cas, après la plus haute formation naturelle, il est logique de nous diriger vers la plus grande construction humaine. Pour ça, nous devons nous rendre à Dubaï, au niveau du Burj Khalifa. Cette tour gigantesque fait 828 mètres de haut, soit presque 3 fois plus que la tour Eiffel et ses 300 mètres de hauteur. À présent, descendons encore d'un niveau et mettons-nous à la taille du plus grand animal terrestre, à savoir le rorqual bleu, une baleine qui peut atteindre les 30 mètres de long et peser près de 200 tonnes. Et cette même baleine se nourrit de plancton, c'est-à-dire d'un ensemble de très petits organismes qui vivent en milieu aquatique. Leur taille varie considérablement selon le type d'organisme, mais le plus petit d'entre eux ne mesure pas plus de quelques micromètres. Il est donc 1000 fois plus petit qu'un millimètre. Grâce à notre super pouvoir, nous rétrécissons jusqu'à la taille des microplanctons pour les observer. Nous sommes à présent minuscules, mais nous sommes encore bien loin de l'atome. Tout comme les bactéries et autres organismes unicellulaires, nous avons la taille d'une cellule, mais nous devons encore changer d'échelle pour atteindre celle d'un virus. Car oui, les virus sont beaucoup plus petits que les bactéries, bien que les deux soient souvent associés à tort. Les bactéries ont une taille de l'ordre du micromètre, elles sont donc facilement observables au microscope optique. Pour les virus, les choses sont bien différentes. Ces derniers mesurent entre 20 et 300 nanomètres. Ils sont donc 10 à 100 fois plus petits qu'une cellule. Mais ne vous méprenez pas, car cette taille ridiculement petite les rend très dangereux. Ces entités microscopiques sont composées de matériel génétique comme l'ADN ou l'ARN. On dit alors que ce sont des parasites intracellulaires car ils se reproduisent à l'intérieur des cellules hôtes qu'ils infectent. Bien qu'ils ne soient pas considérés comme des êtres vivants, ils peuvent quand même se répliquer et se propager de manière autonome. Bref, revenons-en à notre descente vers le monde de l'infiniment petit. Si nous prenons la taille des plus petits virus, soit environ 20 nanomètres, nous sommes toujours des géants face aux briques élémentaires qui composent la matière, les fameux atomes. Leur taille est assez variable selon l'élément considéré, mais globalement, elle est de l'ordre de 10 puissance moins 10 mètres, soit 100 picomètres ou encore 0,1 nanomètre. C'est notamment le cas de l'atome d'hydrogène, composé uniquement d'un proton et d'un électron. Il est 2 fois plus petit qu'un atome de carbone, dont le diamètre est d'environ 0,2 nanomètre. Cela dit, parler du diamètre d'un atome est une simplification grossière. En réalité, cette taille est déterminée par la distribution des électrons autour du noyau atomique. L'essentiel de la masse d'un atome est concentré dans son noyau, qui est lui-même constitué de protons et de neutrons. Les électrons, quant à eux, sont beaucoup plus légers et occupent un volume plus étendu. Ainsi, la taille d'un atome est déterminée en fonction du volume que peuvent occuper les électrons autour du noyau. C'est le nuage électrique. Ces derniers se tiennent toujours à des distances fixes et quantifiées. On parle alors de couches électroniques externes. Tout cela vous paraît sans doute assez complexe. Pour illustrer cette répartition, prenons un exemple avec des éléments à l'échelle macroscopique. Imaginez que la Lune est un électron et que la Terre est le noyau d'un atome. Dans cette hypothèse, la Lune peut orbiter autour de la Terre, mais uniquement sur certains rayons bien définis. Aussi, il faut imaginer qu'elle n'évolue pas sur un plan en 2 dimensions, mais sur la surface d'une sphère. Sa position tient compte des 3 dimensions de l'espace, mais toujours avec une distance fixe par rapport à la Terre, qui correspond aux différentes couches électroniques externes. La Lune peut potentiellement se trouver partout sur une de ces couches,
avec des probabilités de présence plus ou moins importantes à certains endroits. Et le seul moyen de connaître sa position exacte est de faire une mesure. En répétant les mesures un grand nombre de fois, on peut donc estimer les probabilités de présence pour chaque zone de chaque couche. C'est exactement le même principe avec les électrons qui gravitent autour des noyaux atomiques. Cette incertitude sur leur présence est de nature purement quantique. En effet, dans la réalité, la Lune n'a pas du tout le comportement d'un électron. Il est possible de déterminer sa position avec une très grande précision, simplement par calcul et sans observation directe. Mais du fait de la nature quantique des électrons, leur position exacte à un instant T nous est toujours inconnue si aucune mesure n'est effectuée. En physique, on parle alors d'orbital atomique. C'est une fonction mathématique qui nous donne la probabilité de présence d'un électron autour d'un noyau dans une région donnée. Gardez bien en tête ces explications car elles nous seront utiles pour la suite de notre périple. Elles nous permettent aussi de comprendre pourquoi les atomes, faussement représentés comme des billes, sont en fait principalement constitués de vide. Pour mieux le comprendre, revenons-en à notre atome d'hydrogène et rétrécissons jusqu'à atteindre sa taille, soit 0,1 nanomètre. À ce stade, nous nous rapprochons à grands pas de l'infiniment petit. Et tenez-vous bien, car à 0,1 nanomètre, nous sommes plus petits face à l'homme que l'homme ne l'est face au Soleil. Pour comprendre à quel point les atomes sont démesurément petits, nous pouvons également donner l'estimation suivante. Le corps d'un adulte moyen contiendrait 100 000 fois plus d'atomes qu'il n'y a d'étoiles dans tout l'univers observable. C'est-à-dire quelque chose comme 7 fois 10 puissance 27 atomes. À l'annonce de ces chiffres, il est possible que votre cerveau soit en ébullition. Mais pour vraiment observer les plus petits éléments de matière connus, nous devons encore descendre jusqu'à atteindre son cœur. Et encore une fois, la chute est vertigineuse. Nous l'avons dit, le noyau d'hydrogène est composé d'un unique proton. Or, ce dernier n'est pas de l'ordre du picomètre, mais bien du femtomètre, soit 10 puissance moins 15 mètres. Pour être plus précis, la taille d'un proton est de 0,877 femtomètres. Le cœur de l'hydrogène est donc 100 000 fois plus petit que l'atome lui-même. Pour vous donner une image, si le nuage atomique de l'hydrogène avait le diamètre d'un stade de foot, son noyau ne serait pas plus gros qu'une bille placée au centre du terrain. Quant à l'électron, il est considéré comme une particule élémentaire, c'est-à-dire qu'il n'est pas constitué de parties plus petites. Il est très difficile d'estimer sa taille, qui n'a d'ailleurs jamais été déterminée avec précision. Cependant, les scientifiques s'accordent pour dire qu'elle serait inférieure à 10 puissance moins 22 mètres. Ainsi, pour reprendre notre exemple du stade de foot, si le proton est une bille au centre du terrain, l'électron ne serait guère plus grand que le plus petit des virus. Tout comme nous sommes incapables de nous représenter l'étendue infinie de notre univers, nous sommes dans l'impossibilité de conceptualiser la taille des particules les plus élémentaires. Quoi qu'il en soit, après cette formidable descente vers le royaume de l'infiniment petit, nous pouvons à présent nous plonger au cœur des atomes. Nous voilà maintenant à l'échelle des atomes. Mais avant de découvrir ce qui se cache dans leur tréfonds, voyons d'abord comment ils se comportent entre eux. Comme vous le savez sans doute, toute la matière qui nous entoure est constituée d'atomes et de molécules. Nous pouvons interagir avec elles, et nos corps sont soumis aux mêmes lois physiques. Hypothétiquement, il existe aussi d'autres formes de matière qui n'interagissent pas avec les atomes que nous connaissons. La plus célèbre étant la fameuse matière noire. Mais pour éviter de nous perdre dans les limbes du monde matériel, nous nous concentrerons uniquement sur la matière connue. Comme expliqué à l'instant, tout ce qui nous entoure est constitué d'atomes. Votre corps, la nourriture que vous mangez, les vêtements que vous portez, l'air que vous respirez ou encore l'écran sur lequel vous regardez cette vidéo.
Mais pour former les innombrables types d'éléments que nous connaissons, les atomes doivent se regrouper et s'associer. C'est ainsi que naissent les molécules. Par exemple, un atome d'hydrogène peut se lier avec un autre atome d'hydrogène pour former du dihydrogène. Deux atomes d'hydrogène peuvent aussi se lier avec un atome d'oxygène pour former une molécule de monoxyde de dihydrogène. Autrement dit, une molécule d'eau. C'est un peu comme si chaque atome était une brique Lego avec une forme propre. Les briques pouvant être assemblées par certaines forces, déconstruites par d'autres, et réassemblées pour créer un nouvel élément. Ce cycle de création-destruction se produit à chaque instant, partout autour de nous. Parfois, cela donne naissance à de petites molécules comme le dihydrogène, le dioxygène ou encore le diazote, chacune composée de 2 atomes uniquement. Mais dans d'autres cas, les molécules créées sont extrêmement longues et complexes. On parle de macromolécules. C'est notamment le cas des polymères, de longues chaînes de molécules aux propriétés physiques intéressantes. Il en existe des naturels comme l'amidon, contenu dans les céréales, ou encore les acides nucléiques dans l'ADN. Et il existe aussi des polymères de synthèse, les fameux plastiques tels que le polystyrène. Or, l'une des plus grandes molécules est une protéine naturelle appelée titine ou connectine. C'est aussi la plus grande protéine connue. Celle-ci joue un rôle crucial dans la structure et l'élasticité des muscles. Si vous souhaitez la nommer sous sa dénomination scientifique, il vous faudra bien du courage, car son nom est composé de plus de 64 000 lettres. Quant à sa taille, elle peut atteindre plusieurs micromètres en raison des quelques 30 000 acides aminés qui la composent. Tout cela nous fait donc nous interroger sur les forces qui permettent aux atomes, pourtant si petits, de se lier entre eux pour former des éléments aussi complexes que résistants. Assez naïvement, on pourrait penser à la gravité. Malheureusement, son intensité est liée à la masse des objets. Les atomes ayant une masse quasi nulle, cette hypothèse est donc à exclure. Mais alors, comment se lient-ils entre eux ? Eh bien, pour le comprendre, nous allons devoir nous replonger dans nos cours de physique-chimie. Commençons par la liaison la plus connue, la liaison covalente. Dans une liaison covalente, les atomes partagent une ou plusieurs paires d'électrons pour atteindre une configuration électronique plus stable. Les électrons partagés créent une attraction mutuelle entre les noyaux des atomes, maintenant ainsi une liaison. Pour le dire plus simplement, c'est comme si 2 atomes mettaient en commun leurs ressources, ici des électrons, pour garantir leur stabilité. Disons que c'est un échange de bons procédés, si vous voulez. La liaison covalente est la plus forte et la plus répandue des liaisons atomiques. Mais il existe aussi des liaisons dites ioniques qui reposent sur le même principe. Ici, les atomes transfèrent complètement ou partiellement leurs électrons pour former des ions positifs et négatifs. Un ion, c'est tout simplement un atome qui porte une charge positive ou négative en raison d'un manque ou d'un surplus d'électrons gravitant autour de lui. Car oui, les électrons sont des particules dotées d'une charge électrique négative. De ce fait, les forces d'attraction entre les ions de charge opposés maintiennent les atomes ensemble. Est-ce que vous suivez toujours ? Normalement, oui. Car jusque-là, nous n'avons pas abordé des sujets très complexes. En revanche, lorsque notre voyage nous mènera vers les phénomènes quantiques, les choses risquent de se corser. Mais revenons-en à nos liaisons. Outre les liaisons ioniques et covalentes, il existe aussi les liaisons métalliques. Dans ce cas de figure, les atomes libèrent leurs électrons qui se trouvent sur la couche la plus éloignée du noyau. Celle-ci s'appelle la couche de valence. Les électrons ainsi libérés virevoltent entre les atomes métalliques et créent une attraction électrostatique entre les ions chargés positivement. Cela donne lieu à des structures solides et malléables typiques des métaux. Peut-être connaissez-vous également les forces de Van der Waals.
Celles-ci s'exercent entre les molécules à courte distance, mais leur impact est assez faible en comparaison des liaisons précédentes. Elles sont dues à des fluctuations temporaires dans la distribution de charges électriques, ce qui crée une attraction. Enfin, il y a les liaisons hydrogènes. Elles entrent en jeu lorsqu'un atome d'hydrogène se lie à un élément très électronégatif, c'est-à-dire un élément capable d'attirer très fortement les électrons à lui, comme l'oxygène, l'azote ou encore le fluor par exemple. Dans cette configuration, l'atome d'hydrogène développe une légère charge positive car son électron est partiellement capturé par un autre atome. Il se forme alors une liaison électrostatique dite liaison hydrogène. Ces liaisons sont plus fortes que les forces de Van der Waals et sont à l'origine de nombreux phénomènes biologiques et chimiques. Par exemple, elles permettent à l'eau de former des gouttelettes qui adhèrent aux surfaces. C'est aussi cette force qui permet aux geckos de grimper au mur. Les liaisons hydrogènes interviennent même dans la stabilité des protéines ou dans la structure de l'ADN. Ainsi, même sans rentrer au cœur des atomes, nous constatons que ces derniers sont incroyablement complexes. Ils obéissent à des forces qui leur sont propres et qui donnent lieu aux lois de la matière que nous observons à notre échelle, sans pour autant que nous soyons capables de les comprendre. Et maintenant que nous avons vu comment les atomes se comportent entre eux, il est temps de poursuivre notre voyage en les observant de manière isolée. Tout comme il existe des individus de grande taille et d'autres plus petits, les atomes se déclinent sous différentes formes. Ces formes sont caractérisées par le nombre d'électrons qu'ils possèdent et les éléments qui constituent leur noyau. Ces éléments sont appelés nucléons, mais vous les connaissez sans doute mieux sous le nom de protons et de neutrons. Plus un noyau atomique possède de nucléons, plus l'atome qui le porte est massif. De fait, l'hydrogène, qui ne possède qu'un proton, est l'atome le plus léger. Quant à l'atome le plus lourd, il s'agit de l'uranium-238. Son noyau contient 92 protons et 146 neutrons. Bien qu'étant le plus massif du bestiaire atomique, sa masse reste ridiculement faible à notre échelle, environ 4 × 10 puissance moins 25 kg. Et si vous vous demandez quel est son diamètre, il est de 350 picomètres, soit 0,35 × 10 puissance moins 10 mètres. Malgré tout, il reste quand même le roi des atomes que l'on peut trouver à l'état naturel. Car d'autres éléments, encore plus imposants, ont été créés en laboratoire. Notamment l'oganesson, qui est officiellement l'élément le plus lourd du tableau périodique. Synthétisé artificiellement pour la première fois en 2002, il est très instable et se désintègre en moins d'1 milliseconde. À l'heure actuelle, beaucoup de scientifiques estiment qu'il est impossible de créer un nouvel élément plus lourd, mais d'autres maintiennent le contraire. Toujours est-il que pour éviter de complexifier inutilement les choses, nous poursuivrons notre aventure au cœur d'un atome simple, l'atome d'oxygène. Ce dernier contient 16 nucléons, soit 8 protons et 8 neutrons. Autour de ce noyau dur gravitent 8 électrons. Ces derniers forment ce que l'on appelle le nuage périphérique de l'atome. Étant donné que les électrons sont des particules chargées négativement, ils sont attirés par les protons chargés positivement. Un peu comme les pôles nord et sud d'un aimant s'attirent l'un l'autre. De fait, cette attraction de nature électrostatique maintient l'intégrité structurale de l'atome dans un parfait équilibre des charges. Car oui, si les atomes se lient entre eux via différentes forces de cohésion, d'autres forces sont également à l'œuvre pour assurer la stabilité de ces derniers. Faisons un peu de physique élémentaire. À l'heure actuelle, on estime que 4 grandes forces régissent notre univers. Ces dernières sont appelées les interactions fondamentales. À l'échelle macroscopique, les 2 interactions les plus présentes sont la gravitation et l'électromagnétisme. Mais au centre des atomes, d'autres forces prennent le relais. Ce sont les interactions nucléaires fortes et faibles. L'interaction forte assure la cohésion du noyau atomique. Cette force est extrêmement puissante et agit entre les nucléons.
elle maintient les protons ensemble malgré la répulsion électrostatique due à leur charge positive. Toujours pour reprendre l'exemple des aimants, vous avez sans doute déjà essayé de coller deux aimants de même pôle qui tendent à se repousser. Ici, on peut faire l'analogie suivante. Les aimants qui se repoussent sont les protons, et vos mains qui exercent une pression pour les coller sont la force nucléaire forte. Tout comme la gravitation est assurée par des ondes gravitationnelles, dont l'existence a été démontrée il y a peu, la force nucléaire forte est assurée par de drôles de particules appelées les gluons. Pas d'inquiétude, nous y reviendrons dans la suite de notre odyssée atomique. Quant aux forces nucléaires faibles, elles agissent entre les leptons et les quarks. Pour faire simple, les leptons sont simplement des particules subatomiques élémentaires, comme les électrons. Et les quarks sont les éléments qui composent les protons et les neutrons. Les forces nucléaires faibles sont responsables de certains types de désintégration radioactive dans lesquels une particule se transforme en une autre. Celles-ci sont médiées par d'autres éléments subatomiques appelés bosons. Une fois encore, nous expliquerons tout cela plus en détail. En nous intéressant aux forces qui maintiennent l'organisation interne des atomes, nous commençons doucement à gratter leur surface. Cette fouille microscopique nous permet de découvrir bien d'autres particules étranges précédemment citées. Ainsi, il est temps pour nous de poursuivre notre exploration et d'aller à la rencontre des particules subatomiques. Un formidable bestiaire de petits éléments mystérieux qui sont pourtant à l'origine de la réalité dans laquelle nous évoluons. Faisons une rétrospective de notre voyage jusqu'à présent. Notre univers observable possède une taille d'environ 93 milliards d'années-lumière. Au sein de cette immensité cosmique, on retrouve des galaxies qui s'agglomèrent en amas. Les galaxies, dont le diamètre est généralement d'une centaine de milliers d'années-lumière, contiennent une quantité incroyable d'étoiles, de gaz stellaires et de poussière. Ces étoiles et leurs millions de kilomètres de large capturent généralement des planètes dans leurs orbites. Et nous savons à coup sûr que l'une d'entre elles contient la vie, notre belle planète bleue. Tout ce que nous pouvons voir à l'œil nu, des plus hauts gratte-ciel aux plus petites puces, est à l'échelle dite macroscopique. Ensuite, le monde microscopique est ce qui ne peut être vu qu'au travers d'un microscope, c'est-à-dire ayant des dimensions inférieures à 0,1 mm. Mais en descendant plus bas comme nous l'avons fait, on constate que les êtres vivants sont constitués de cellules, elles-mêmes constituées d'ADN, lui-même constitué d'éléments plus petits. Mais que sont les molécules si ce n'est un assemblage d'atomes ? Et que sont les atomes si ce n'est une bulle de vide dans laquelle évoluent des électrons de nature insaisissable autour d'un noyau de nucléons ? Le tout régi par des interactions fondamentales, nucléaires fortes et faibles. Cette descente vers le monde de l'infiniment minuscule est incroyablement vertigineuse. Et pourtant, il est possible d'aller encore plus loin. Oui, plus loin même que si nous nous rendions aux confins de l'univers observable. À une telle échelle, le voyage paraît infini, car au cœur de protons et de neutrons, on retrouve encore des particules élémentaires. Les fameux quarks. Alors que les Grecs anciens comme Démocrite ou Épicure avaient en leur temps théorisé la notion d'atome sans pouvoir valider cette hypothèse, le mot sera repris bien des années plus tard, au XVIIIe siècle. Les progrès de la science avaient permis de prouver l'existence de ces briques élémentaires constitutives de la matière. Le physicien John Dalton fut l'un des premiers à remettre le concept d'atome au goût du jour dans les années 1800. Par la suite, d'autres scientifiques comme J.J. Thomson, Ernest Rutherford ou encore Albert Einstein valideront et enrichiront cette hypothèse. Il sera démontré que l'atome n'est pas insécable ou indivisible comme le pensaient les Grecs, mais qu'il s'agit plutôt d'un corps principalement vide, au sens le plus strict du terme, composé d'un noyau chargé électriquement autour duquel évoluent les électrons. Einstein mettra également en évidence la dualité onde-corpuscule de certaines particules comme les photons,
posant ainsi les bases de la physique quantique. Et pourtant, ces brillants esprits étaient encore loin de se douter que l'atome n'est pas la fin, mais bien une nouvelle porte d'entrée vers un monde encore plus complexe. L'univers dit subatomique. Et son principal occupant n'est autre que le quark, que nous évoquions précédemment. Intéressons-nous donc à ce dernier de plus près. Il sera une excellente introduction à la matière avant de découvrir plus en détail quels sont ses congénères. Tout d'abord, il faut savoir que le quark n'est pas une seule et unique entité. Ce terme regroupe un ensemble de particules fondamentales. On parle de particules fondamentales lorsque ces dernières ne peuvent pas être divisées en parties plus petites. Du moins, pas d'après nos connaissances actuelles. Les quarks sont donc considérés comme des briques élémentaires de la matière. Ils sont responsables de la formation des protons, des neutrons et d'autres particules subatomiques. La découverte des quarks remonte aux années 1960, lorsque les physiciens Murray Gell-Mann et George Zweig ont proposé indépendamment une théorie sobrement intitulée « théorie des quarks ». Ces derniers ont avancé l'hypothèse que les protons, les neutrons et d'autres particules similaires étaient composés de particules plus petites et indivisibles. Il faudra attendre 1975 avant que le premier quark ne soit observé expérimentalement grâce à l'accélérateur de particules du CERN. Une prouesse technologique située à la frontière franco-suisse, près de Genève, aussi connue sous le nom du Grand Collisionneur de Hadron, ou LHC. Un tube circulaire de 27 km de long, enfoui sous terre, et permettant d'accélérer les particules à des vitesses proches de celles de la lumière jusqu'à leur collision. Il en résulte alors un choc microscopique mais d'une violence inouïe, permettant de fragmenter la matière pour en découvrir ses constituants. Mais revenons-en à nos petits quarks. On en connaît actuellement 6 types, dont le dernier fut découvert en 1997. En voici la liste. Les quarks up, les quarks down, les quarks étranges, les quarks charme, les quarks top et les quarks bottom. Chacun de ces quarks possède des propriétés uniques, notamment une masse, une charge électrique et un spin. Leur charge est dite fractionnaire car elle correspond soit à 2/3, soit à 1/3 de la charge d'un électron. Quant au spin, il est important de définir cette notion car elle est omniprésente en physique des particules. Il s'agit d'une propriété quantique qui indique comment une particule interagit avec ses pairs et avec des champs magnétiques. On peut le voir comme une sorte de rotation interne des particules. Pour donner un exemple concret, prenons le mouvement de la Terre autour du Soleil. Notre planète tourne autour de lui, elle se déplace sur une orbite avec une certaine vitesse. Cela correspond à sa quantité de mouvement. Mais la Terre tourne aussi sur elle-même. La grandeur associée à sa rotation est appelée moment cinétique. En physique quantique, les notions de vitesse et de position n'ont plus de sens. C'est le principe d'incertitude, mais nous serons amenés à en reparler. Toutefois, le moment cinétique conserve une certaine pertinence, bien que cette notion devienne plus abstraite. Ainsi, le spin est donc l'équivalent du moment cinétique, mais à l'échelle quantique. Par exemple, l'électron a un spin de 1/2. Cela signifie qu'il peut exister en 2 états différents, spin vers le haut et spin vers le bas. C'est un peu comme s'il avait 2 types de rotation interne possibles et seulement 2. On peut imaginer ces 2 états comme des flèches pointant dans des directions opposées. L'importance du spin réside dans le fait qu'il détermine comment les électrons interagissent entre eux et avec d'autres particules. Par exemple, dans l'aimantation d'un matériau, les électrons avec des spins alignés dans la même direction contribuent à créer un champ magnétique global. Le spin est une notion complexe, mais retenons simplement qu'il décrit une propriété fondamentale des particules. Il joue un rôle crucial dans divers phénomènes quantiques qui se traduisent à l'échelle macroscopique.
Voilà pour les propriétés physiques. À présent, soyez bien attentifs, car les choses se compliquent. Ensemble, les 6 types de quarks forment une grande famille de particules élémentaires, les hadrons. Or, au sein même de cette famille, on retrouve 2 classes de particules. D'abord, il y a les baryons, formés d'un système indissociable de 3 quarks, comme les protons ou les neutrons. C'est d'ailleurs pour cela que la matière classique qui nous entoure est qualifiée de matière baryonique. Ensuite, il y a les mésons. Ces derniers sont formés par un système saugrenu comprenant un nombre pair de quarks et d'antiquarks. Tous les quarks connus appartiennent à l'une de ces 2 classes. Il est impossible de trouver un quark isolé à l'état naturel, comme ce serait le cas pour un électron par exemple. Les quarks se forment donc toujours des combinaisons appelées hadrons. Cette propriété très particulière est appelée confinement des quarks dans les hadrons. Une appellation qui a le mérite d'être claire. Nous parlions un petit peu plus tôt de l'interaction forte qui maintient les protons soudés dans le noyau des atomes. Mais en réalité, cette interaction touche plutôt les quarks eux-mêmes. En effet, les quarks d'un même proton ou d'un même neutron restent soudés en hadrons, car ils échangent en permanence des bosons. Un petit conseil, prenez des notes si vous ne voulez pas perdre le fil de l'histoire. Le terme boson regroupe lui aussi un ensemble de particules. Ces dernières agissent comme vecteurs pour assurer la transmission des 4 grandes forces universelles. La gravitation, l'électromagnétisme, l'interaction nucléaire forte et l'interaction nucléaire faible. Ainsi, les bosons responsables de l'interaction forte sont appelés gluons. Ce terme leur va assez bien puisque, comme la glu, ils vont permettre aux briques élémentaires de la matière de rester soudées. Pas d'inquiétude, nous reviendrons très bientôt sur les bosons à l'origine des 3 autres interactions. À chaque instant qui passe, les bosons au cœur de la matière s'échangent donc des gluons. Cet échange se produit au sein même des nucléons pour assurer la cohésion des hadrons, mais également entre les nucléons d'un même noyau atomique pour qu'ils restent soudés les uns aux autres. À très courte distance, comme c'est le cas au niveau subatomique, l'interaction forte est plus intense que l'électromagnétisme. Si bien que les protons, malgré leur charge électrique qui se repousse, restent groupés entre eux. Cette interaction est si puissante qu'en théorie, il faudrait une force infinie pour briser un triptyque de quarks, comme ceux au cœur des nucléons. Cela explique pourquoi on ne retrouve aucun quark seul. À l'heure actuelle, on considère les quarks comme la subdivision ultime de la matière. Toutefois, cette affirmation pose problème, car elle limite de nombreuses théories qui tentent de résoudre les mystères de la physique quantique. La plus populaire étant la théorie des cordes. Mais encore une fois, nous aurons le temps d'y revenir plus en détail dans quelques instants. Après les quarks, et plus généralement les hadrons, l'autre grande famille de particules subatomiques est celle des leptons. C'est dans ce groupe que se trouvent nos fameux électrons. Mais comme vous vous en doutez, on retrouve aussi différentes classes chez les leptons. D'abord, il y a les leptons électriques, c'est-à-dire les électrons. Ensuite, il y a les leptons muoniques, les muons. Et enfin, il y a le lepton tau. À chacun de ces 3 leptons est associé un neutrino, autre particule élémentaire de masse quasi nulle et de charge électrique neutre. Chez les leptons, nous avons donc 6 particules au total. L'électron, le muon, la particule tau, aussi appelée tau, et les 3 neutrinos propres à chacune de ces entités. Il faut également savoir que les leptons sont des particules stables. Elles interagissent principalement par l'intermédiaire des forces électromagnétiques et faibles. Elles ne sont pas soumises à la force nucléaire forte, qui est responsable de la cohésion des noyaux atomiques. Notons aussi que les leptons, tout comme les quarks, ne possèdent que 2 types de charge, 0 ou -1. En raison de leurs propriétés de charge et de masse,
Les leptons jouent un rôle crucial dans les réactions nucléaires et les désintégrations radioactives. Ils sont à la base des processus de création et d'annihilation de particules. De plus, ils ont une grande importance pour comprendre les interactions fondamentales dans l'univers. Par exemple, les neutrinos ont récemment été reconnus pour leur rôle dans les phénomènes astrophysiques tels que les supernovas, les étoiles à neutrons et les trous noirs. Ils sont également à l'étude pour comprendre le phénomène d'expansion de l'univers. Nous avons parlé des leptons ainsi que des hadrons, mais nous avons aussi commencé à évoquer un autre type de particules subatomiques, les bosons. On pourrait qualifier ces derniers de vecteurs chargés de transmettre les 4 grandes forces universelles aux autres particules. Pour illustrer cela par une image, nous pourrions dire que les leptons et les hadrons sont des briques, tandis que les bosons sont un ciment. Ensemble, ils permettent de constituer toute la matière qui nous entoure et donnent à notre univers les lois strictes que nous lui connaissons. Comme nous l'avons vu, les gluons sont les bosons qui assurent l'interaction forte et la cohésion du cœur des atomes. Ils donnent vie aux neutrons, aux protons, ainsi qu'aux mésons. Les gluons sont dépourvus de masse et il en existerait 8 au total. Vient ensuite l'interaction électromagnétique. Si vous avez quelques connaissances en physique, vous savez déjà que le vecteur de cette interaction n'est autre que le photon. Souvent désignés comme des grains de lumière, il serait plus juste de parler de porteurs d'énergie. Ils sont produits par rayonnement ou par dispersion lorsqu'un atome reçoit de l'énergie. Pour revenir à un état plus stable, l'atome émet à son tour des photons qui vont véhiculer l'énergie et donc la lumière. Car oui, selon l'énergie des photons émis, les atomes rayonneront avec des couleurs différentes. Des couleurs visibles allant du violet jusqu'au rouge en passant par le bleu, le vert et le jaune. Mais aussi des couleurs invisibles. Des ondes électromagnétiques appartenant au domaine de l'infrarouge ou de l'ultraviolet. Les photons participent aussi à structurer les atomes. En effet, ces derniers vont lier les électrons au noyau atomique. Enfin, il faut savoir que leur masse est nulle. Ils ne peuvent pas se désintégrer en particules plus légères et sont donc complètement stables. Après les photons et les gluons, viennent les bosons W+, W- et Z0. Ces derniers permettent l'expression de l'interaction faible. Ils ont une masse très élevée pour des particules subatomiques et leur portée est donc assez restreinte. Notez bien que cette interaction touche toutes les particules de matière, aussi bien les leptons que les hadrons. Enfin, la gravitation est un cas à part. Des 4 grandes forces, c'est bien la plus faible, mais c'est aussi la seule dont la portée est infinie. Quant au boson porteur de la gravité, il devrait s'agir du graviton. Hélas, ce dernier n'a encore jamais été observé à ce jour. En revanche, on sait aujourd'hui que les ondes gravitationnelles existent bel et bien. Elles furent détectées pour la première fois en 2015 par les collaborations LIGO et Virgo à la suite de la collision lointaine de 2 trous noirs massifs, soit exactement 100 ans après qu'elles furent prédites par le brillant Albert Einstein et sa théorie de la relativité générale. Toutefois, la question du graviton reste toujours ouverte. Pour résumer clairement les choses, les particules élémentaires de matière se transfèrent des quantités discrètes d'énergie en s'échangeant des bosons. Et chaque force fondamentale a son boson correspondant. Enfin, si l'on accepte l'existence du mystérieux graviton. Toute cette classification de particules de matière, de forces et de particules porteuses est organisée sous un modèle dont le nom vous est peut-être familier. Il s'agit du modèle standard de la physique des particules. Afin d'organiser leur découverte et de classifier les différents éléments subatomiques, les physiciens des particules ont mis au point une théorie permettant de tout regrouper. On la connaît sous le nom de modèle standard de la physique des particules, ou plus simplement modèle standard. Cette théorie fondamentale décrit les particules élémentaires ainsi que les forces qui les régissent.
Elle fut développée dans les années 1970 avec pour objectif d'organiser les constituants fondamentaux de la matière et les interactions entre eux. Ce modèle est basé sur le principe de symétrie et s'appuie sur les travaux antérieurs de nombreux scientifiques tels que James Clerk Maxwell, Albert Einstein, Niels Bohr et bien d'autres. Au cours du temps, nombre de découvertes comme celle des différents quarks ou encore des neutrinos sont venues renforcer la crédibilité de ce modèle. Le modèle standard comprend l'ensemble des quarks et des leptons regroupés sous le terme de fermions, ainsi que les bosons responsables des interactions fondamentales. Il est donc basé sur le triptyque particules, force et médiateur. Mais ce modèle utilise lui-même d'autres théories pour décrire les particules ainsi que leurs interactions, notamment le principe de symétrie et la théorie des champs quantiques. Tout cela est assez complexe pour quiconque ne dispose pas des connaissances prérequises. Mais pour simplifier vulgairement les choses, nous pouvons dire que la théorie des champs quantiques est un cadre mathématique utilisé pour décrire les particules élémentaires et leurs interactions. Selon cette théorie, l'espace baigne dans un ensemble de champs. Des entités mathématiques qui se propagent à travers l'espace et interagissent avec les particules. Les champs quantiques sont décrits par des équations appelées équations de champ, qui spécifient comme ces derniers évoluent dans l'espace-temps. Cette théorie repose sur les principes de la mécanique quantique qui postulent que les particules peuvent être décrites par des fonctions d'onde probabilistes. Ainsi, l'une de ces caractéristiques essentielles est la notion de quantification. Selon cette idée, les particules et les champs associés existent dans des états quantifiés discrets plutôt que dans un continuum infini. Cela implique que les particules élémentaires peuvent avoir seulement certaines valeurs discrètes d'énergie, de moment, de charge, etc. La théorie des champs quantiques est également basée sur le principe de superposition, selon lequel les états quantiques peuvent être combinés de manière linéaire pour former de nouveaux états. Cela permet de décrire des phénomènes tels que la création et l'annihilation de particules, ainsi que les interactions entre elles. En somme, le modèle standard est plus une tentative d'unification de différentes théories plutôt qu'une théorie à part entière. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette tentative est très réussie. Mais malheureusement, quelques zones d'ombre viennent noircir le tableau. À commencer par la gravité, qui peine à trouver sa place dans ce modèle. Et oui, le modèle standard englobe les interactions électromagnétiques ainsi que les forces nucléaires fortes et faibles. Il explique de manière très satisfaisante comment ces forces agissent sur l'ensemble des particules de matière. Il avait aussi prédit l'existence de certaines particules qui furent ensuite découvertes des années plus tard dans le collisionneur de particules du CERN. Mais qu'en est-il de la gravité ? C'est une question cruciale car aujourd'hui, elle n'est pas comprise dans le modèle standard et la découverte des fameux gravitons se fait toujours attendre. En effet, d'une part, nous avons la théorie quantique utilisée pour décrire le monde microscopique. Et d'autre part, nous avons la théorie de la relativité générale employée pour décrire le monde macroscopique. Le problème étant que personne n'arrive à concilier les deux. A priori, on pourrait penser que cela n'est pas grave, car il suffit d'employer la physique quantique pour l'infiniment petit et de basculer sur la relativité générale pour les phénomènes macroscopiques. Mais dans ce cas, où est la limite ? Qu'en faire ce basculement ? Existe-t-il une distance seuil pour laquelle on passe instantanément de la physique quantique à la relativité ? Aussi, l'unification de ces deux théories, appelée théorie du tout, pourrait bien résoudre certaines énigmes qui taraudent les scientifiques. Notamment le phénomène d'expansion de l'univers, la disparition de l'antimatière après le Big Bang et bien d'autres interrogations. Et d'autres questions s'ajoutent à la liste. Comprenez qu'actuellement, la gravité est négligeable au niveau subatomique. Car l'intensité de cette force dépend de la masse des objets, qui
qui est quasi nul dans le monde de l'infiniment petit. Cela dit, il existe bien des cas particuliers où gravité intense et échelle microscopique se côtoient. Sauriez-vous deviner lesquels ? La réponse est au cœur des trous noirs et au premier instant de l'univers. Là où une quantité phénoménale de matière est contenue dans un point de densité infini appelé singularité. Ainsi, ajouter la gravitation dans le modèle de la physique quantique nous permettrait de percer les secrets du cœur des trous noirs et de l'origine du Big Bang. Par ailleurs, on sait qu'il existe 3 groupes, ou plutôt 3 générations, comme disent les scientifiques, de quarks et de leptons avec des masses totalement différentes. Mais alors, comment expliquer l'étendue de cette échelle de masse ? Sans compter que le modèle standard ne décrit pas non plus parfaitement l'oscillation des neutrinos ni de leur masse. Instinctivement, les chercheurs sentent qu'un paramètre leur échappe. Il y a une donnée manquante, une pièce de puzzle manque à l'appel. Et il est probable que les limites de la compréhension humaine ne permettent jamais d'aboutir à la théorie du tout, le fantasme ultime de tout physicien. Une théorie qui unirait toutes les autres et qui permettrait de décrire tous les phénomènes physiques, peu importe l'échelle. Des concepts intéressants tels que la supersymétrie, la théorie des cordes ou encore la gravité quantique à boucle tentent d'étendre le modèle standard pour résoudre ces questions. Mais rien n'y fait. Nous sommes toujours dans l'attente de ce fameux Eureka, qui nous délivrerait enfin du poids de ces questions. Toujours est-il que le modèle standard semble se rapprocher grandement de la réalité. Si les découvertes des trous noirs et des ondes gravitationnelles furent des arguments de poids en faveur de la relativité d'Einstein, une autre trouvaille récente est venue jouer en faveur du modèle standard. Cette nouvelle inespérée est celle du célèbre boson de Higgs. En 2012, les chercheurs du CERN ont fait une découverte sensationnelle grâce à leur accélérateur de particules. Ces derniers ont utilisé leur machine pour accélérer des protons à des énergies très élevées, puis les ont fait rentrer en collision. Ces chocs à haute énergie ont créé des conditions similaires à celles qui existaient juste avant le Big Bang, car la recherche du boson de Higgs impliquait la détection de ces produits de désintégration dans cet environnement primordial. Le boson de Higgs lui-même est instable et se désintègre presque instantanément en d'autres sous-particules. Voilà pourquoi les scientifiques ont recherché des signatures de ces désintégrations spécifiques pour identifier le boson caché. Et c'est alors qu'en juillet 2012, la découverte fut annoncée. Les données recueillies ont montré des marqueurs significatifs correspondant aux signatures attendues du boson de Higgs. Après une analyse approfondie des données, l'existence de la particule de Higgs fut officiellement confirmée, soit environ 50 ans après que le physicien britannique Peter Higgs formulait l'hypothétique existence d'un objet quantique qui donnerait une masse aux particules. La théorie de Higgs était la suivante. D'après lui, les particules élémentaires acquièrent leur masse en interagissant avec un champ qui remplit tout l'espace. Plus une particule est sensible à ce champ, plus cette dernière est massive. Et la manifestation quantique de ce champ ne serait autre qu'un boson, dit boson de Higgs. De fait, les particules les plus massives comme les quarks et les électrons interagissent fortement avec le champ de Higgs, tandis que les particules sans masse comme le photon n'interagissent pas du tout avec ce champ. Tout cela paraît plutôt saugrenu de prime abord. Et pourtant, il semble que ce soit la réalité. La découverte du boson de Higgs marqua un tournant dans la confirmation du modèle standard. Elle fut aussi cruciale pour comprendre l'origine de la symétrie électrofaible. Mais de quoi s'agit-il ? Eh bien, lorsque l'univers était très chaud juste après le Big Bang, la force électromagnétique et la force faible étaient unifiées en une seule et même force, la force électrofaible. Les particules n'avaient pas de masse et se déplaçaient à la vitesse de la lumière. Au fur et à mesure que l'univers se refroidissait, le champ de Higgs s'est déclenché, brisant cette symétrie et séparant les forces électromagnétiques et faibles. Ce champ conféra également leur masse aux particules, donnant naissance à l'univers que nous connaissons aujourd'hui.
Il est fascinant de voir à quel point une entité aussi infime qu'un boson peut expliquer la formation de notre univers supposément infini. Jusqu'à présent, notre voyage nous a menés aux confins de la matière. En partant de notre échelle de grandeur, nous sommes descendus jusqu'à observer les plus petites particules connues qui composent notre monde et ordonnent les lois physiques de notre univers. Nous avons également vu les moyens mis en œuvre par les scientifiques pour percer les secrets de l'atome, ainsi que les théories leur permettant d'organiser leurs découvertes. Cependant, nous n'avons que très peu parlé du comportement des particules subatomiques dans leur milieu. Car oui, ces dernières obéissent à des lois qui leur sont propres. Des codes qui bouleversent nos croyances et testent les limites de notre compréhension. Il est temps de nous diriger vers la dernière étape de notre odyssée microscopique. Mais soyez avertis, pour poursuivre l'aventure, vous devrez laisser de côté vos croyances et vos convictions sur les limites du possible. Vous devrez être prêt à vous remettre en question et accepter votre incapacité à saisir la nature profonde de l'infiniment petit. Vous l'aurez compris, nous allons pénétrer dans une dimension aussi étrange que fascinante. Le monde quantique. Vous avez forcément déjà entendu parler de physique quantique. Peut-être même connaissez-vous vaguement certains de ces concepts les plus populaires, comme l'intrication, le principe d'incertitude d'Heisenberg ou bien la décohérence quantique. Toutefois, il est peu probable que vous saisissiez réellement son fonctionnement. Et pour cause, même les plus grands scientifiques se questionnent sur cette branche mystérieuse de la physique des particules. Rassurez-vous, nous n'allons pas tenter ici d'en décrypter tous ces mystères. Nous allons plutôt expliquer certains de ces grands principes, ainsi que les théories qu'elle a vues naître dans son sillage. Mais avant toute chose, commençons par poser les bases. Définissons ce qu'est concrètement la physique dite quantique. Pour le dire simplement, il s'agit d'une branche de la physique qui étudie les propriétés fondamentales de la matière et de l'énergie à l'échelle atomique et subatomique. Elle permet de comprendre des phénomènes tels que la structure de l'atome, la nature de la lumière, la superposition, l'intrication quantique ou encore la dualité onde-particule. Et oui, dans notre compréhension actuelle de la physique, toute particule est assimilable à une onde dans un champ. Par exemple, la lumière est une onde dans un champ électromagnétique, mais aussi un flux de particules appelé photon. Cette double nature des particules subatomiques, notamment les électrons, est appelée dualité onde-corpuscule. Celle-ci fut mise en évidence par la célèbre expérience des fentes de Young. L'une des plus belles expériences de la physique moderne. En voici un résumé synthétique. En 1801, le physicien britannique Thomas Young fit une expérience pour mettre en évidence la nature ondulatoire de la lumière. Jusque-là, la communauté scientifique pensait que la lumière était constituée de particules, comme le pensait le grand Isaac Newton. Sauf que l'expérience de Young prouva le contraire. En faisant passer un faisceau lumineux à travers deux minuscules fentes très rapprochées l'une de l'autre, Young vit se former une figure d'interférence sur l'écran placé derrière les fentes. Cette figure étant la caractéristique propre des ondes, le débat fut tranché. Or, un siècle plus tard, Albert Einstein, qu'on ne présente plus, arriva sur le devant de la scène avec une idée absurde à première vue. La lumière n'est pas une onde, mais bien un flux de corpuscules qu'il baptisa quantum et qui seront ensuite renommés photons. Il proposa une expérience pour prouver son affirmation. Et le plus surprenant, c'est que ces résultats expérimentaux étaient bien valides. D'un côté, Young avait réussi à prouver que la lumière était une onde. Et de l'autre, Einstein prouva qu'elle était constituée de photons. Cette découverte mettra d'ailleurs en évidence l'effet photoélectrique, utilisé pour la production d'électricité via les panneaux solaires. Elle lui vaudra même un prix Nobel en 1921. À ce stade, le débat sur la nature de la lumière fut relancé et la question semblait insoluble. Plus tard, l'expérience des fentes de Young sera répétée
non pas avec un faisceau de lumière, mais avec un flux continu d'électrons. Les électrons étant des particules, ils auraient dû former deux taches bien distinctes en passant à travers les deux fentes. Or, le résultat de l'expérience laissa tout le monde bouche bée. Les photons marquaient bien des taches ponctuelles sur l'écran, comme le feraient des particules, mais l'ensemble de ces taches formait le dessin propre aux ondes, une figure d'interférence. Oui, au lieu de former seulement deux faisceaux distincts, on observa une série d'interférences lumineuses sur l'écran, semblables à des bandes alternant des zones claires et sombres. La conclusion fut sans appel. Pour former ce motif, chaque électron doit obligatoirement passer par les deux fentes en même temps. Autrement, l'interférence est impossible. Pourtant, lorsqu'ils sont interceptés sur l'écran, les électrons forment un point caractéristique d'une particule. Les scientifiques ont alors fait une mesure des électrons lors de leur passage entre les fentes. Et là, nouvelle surprise. Si on tente d'observer les électrons à cet endroit précis, les figures d'interférence disparaissent et les électrons se comportent comme de simples particules passant par l'une ou l'autre des deux fentes. Ce phénomène complètement hallucinant fut l'une des pierres angulaires du développement de la physique quantique. On sait depuis que certaines particules, comme les photons ou les électrons, sont à la fois des ondes et des particules. Mais on sait également que les mesures expérimentales forcent, entre guillemets, les objets quantiques à adopter l'un de ces deux états. Et ce n'est qu'une des propriétés folles des particules quantiques. Vous souhaitez en connaître d'autres ? Très bien, mais accrochez-vous, car vous pourriez perdre pied face à la complexité de ces notions. Citons par exemple le principe d'incertitude d'Heisenberg. Ce dernier fut formulé par le physicien du même nom en 1927. C'est d'ailleurs l'une des notions fondatrices de la physique quantique. Elle nous dit qu'il existe une limite fondamentale à la précision avec laquelle on peut mesurer simultanément certaines paires de grandeurs physiques complémentaires, telles que la position et la quantité de mouvement d'une particule par exemple. En d'autres termes, plus on essaie d'être précis dans la mesure de la position d'une particule quantique, comme un électron, plus on perd en précision dans la mesure de sa quantité en mouvement. À l'échelle macroscopique, cette question ne se pose pas. Nous sommes tout à fait capables de connaître la position, la quantité de mouvement et la vitesse d'un astre à un instant T. Il faut bien comprendre que cette incertitude ne découle en rien de la précision de nos instruments de mesure. C'est plutôt comme si la nature elle-même posait des barrières afin que l'on ne puisse en percer ses mystères. On dirait presque que les lois de la physique sont faites pour que l'homme ne puisse pas en saisir toute la complexité. Se pose alors une multitude de questions. Cette limitation est-elle volontaire ? Existe-t-il une entité supérieure qui nous entrave et nous limite sciemment dans la compréhension du monde ? Sommes-nous forcés d'évoluer pour mettre à nu les secrets de la matière ? Est-ce un moyen pour un observateur omnipotent et omniscient de tester nos limites ? À vrai dire, cela importe peu. Il n'est pas dans la nature de l'homme de se décourager face aux grandes questions existentielles. Et tant qu'un cerveau curieux vivra, les réponses continueront d'être traquées sans relâche. Après tout, des choses qui paraissaient inimaginables il y a quelques siècles sont aujourd'hui au cœur de nos sociétés. Et qui sait quelles découvertes nous attendent dans les décennies à venir ? Toujours est-il que le monde quantique nous résiste, pour le meilleur et pour le pire. Malgré tout, nous commençons à cerner ces différentes nuances. Dualité onde-corpuscule, principe d'incertitude, superposition, intrication quantique. Le voile d'incompréhension reste épais, mais il se dissipe peu à peu. Et les découvertes ont aussi mené à leur lot de théories. Des théories qui visent à unifier les lois du monde quantique avec celles du monde macroscopique. Rappelez-vous, le modèle standard, bien qu'assez prometteur, présente tout de même quelques limites. Et pour pallier ce vide, certains théoriciens se sont creusés les méninges afin de proposer des explications alternatives plus satisfaisantes. La plus célèbre de toutes étant évidemment la théorie des cordes. Bien qu'aucune expérience n'a pu valider cette théorie, nous allons tout de même y jeter un coup d'œil.
La théorie des cordes est un incontournable pour quiconque tente d'explorer les fondements de la matière. Mais malgré sa célébrité, peu de gens savent réellement quelles sont les idées qui l'accompagnent. Voyons donc plus en détail de quoi il s'agit. En fait, la théorie des cordes tente de développer une description unifiée de l'univers en combinant la gravité quantique et les autres interactions fondamentales de la physique. Elle propose que les particules élémentaires ne soient pas des points sans structure, mais plutôt des entités unidimensionnelles appelées cordes. Oui, des cordelettes minuscules plongées au plus profond de la matière, à la limite théorique du possible. Tout comme le zéro absolu est la température la plus basse qui puisse être, il existerait également une limite au-delà de laquelle il serait impossible d'aller plus bas, la longueur de Planck. Une distance environ 1 milliard de fois plus petite que le rayon des protons, soit environ 10 puissance moins 35 mètres. Et c'est à cette distance, dans ces tréfonds de l'infiniment petit, que se trouveraient les fameuses cordes au cœur de cette théorie. Toujours selon cette hypothèse, les cordes sont des objets fondamentaux qui vibrent à différentes fréquences et modes de vibration. Ces modes de vibration déterminent les propriétés des particules que nous observons, telles que leur masse, leur charge et leur spin. Ainsi, au lieu d'avoir un ensemble limité de particules élémentaires, comme des neutrinos, des électrons ou des quarks, la théorie des cordes suggère qu'il existe un seul type de particules, les cordes. Des filaments vibrant sur eux-mêmes et entraînant, par leurs différents modes de vibration, la diversité des particules élémentaires que nous connaissons. Et même celles que nous ne connaissons pas, mais dont nous supposons l'existence, comme les gravitons. Est-ce que vous suivez toujours ? Bien. La théorie des cordes propose également que la gravité soit une conséquence naturelle des interactions des cordes. Pour résumer les choses très simplement, considérer les particules élémentaires comme des objets à une dimension, et non pas comme des points sans dimension, permet d'arriver à une quantification valide de la théorie de la relativité. La théorie des cordes résout donc le problème de l'incompatibilité entre la mécanique quantique et la relativité générale. Les deux piliers de la physique moderne. C'est d'ailleurs le point central des théories palliatives au modèle standard. Toutes tentent de quantifier, c'est-à-dire de proposer une alternative exploitable de la théorie de la relativité, mais à l'échelle quantique. C'est ce que l'on appelle plus communément le problème de la gravité quantique. Or, la tâche est très ardue, car les forces de gravité à l'échelle subatomique sont si faibles qu'elles en deviennent presque inexistantes. En cela, la théorie des cordes nous fait une proposition alléchante qui offre une perspective prometteuse pour une théorie du tout, le fameux Eldorado de la physique, capable de décrire l'ensemble de l'univers, des particules subatomiques aux structures cosmiques. Elle propose même l'existence d'une particule supplémentaire, l'action, qui serait un candidat idéal pour expliquer l'origine de la matière noire. Seulement, en tentant de résoudre des problèmes, cette théorie en soulève d'autres. Et oui, une caractéristique essentielle de cette grande idée, c'est la nécessité d'ajouter des dimensions supplémentaires aux 4 dimensions de l'espace-temps que nous connaissons. Car il existerait en réalité plusieurs dimensions inconnues qui sont enroulées ou compactifiées à une échelle au-delà du microscopique. Et le consensus veut qu'il faille utiliser 10 dimensions pour que la théorie des cordes puisse fonctionner, soit une dimension de temps et 9 dimensions d'espace. Cette hypothèse, un peu farfelue pour les non-initiés, permettrait d'expliquer pourquoi nous ne percevons pas ces dimensions supplémentaires malgré le perfectionnement de nos appareils de détection. Pour lever ces différentes incohérences, la théorie des cordes a été étoffée de plusieurs manières. En donnant un spin aux cordes, ou encore en stipulant l'existence du multivers. Comprenez donc qu'elle reste une piste en développement. Ses partisans sont encore loin de détenir sa formule complète. D'ailleurs, elle laisse beaucoup de chercheurs perplexes, notamment en raison des nombreux défis mathématiques et conceptuels qu'elle soulève. À l'heure actuelle, aucune expérience directe n'a permis de la confirmer. Et pour cause, en raison des 6 dimensions inconnues et cachées que postule cette théorie,
Les prédictions expérimentales sont si nombreuses qu'elles ne peuvent être confirmées. Mais tout espoir n'est pas perdu, car il existe une composante de la théorie des cordes qui pourrait bien être vérifiée en pratique. Cette composante prometteuse porte le nom de supersymétrie, une extension théorique de la physique des particules qui propose une symétrie entre les composants de la matière, les forces universelles et les médiateurs qui les lient. Elle vise à résoudre certaines limitations et questions non résolues de la physique des particules, telles que la nature de la matière noire. La supersymétrie postule l'existence de partenaires pour chaque particule connue du modèle standard. À l'heure actuelle, ce dernier compte 12 particules élémentaires. Mais si l'on compte leurs différentes versions, ainsi que les antiparticules, on arrive au nombre de 61. Or, la supersymétrie nous dit qu'il existerait 2 fois plus de particules, soit 122 au total. Ces partenaires supersymétriques sont appelés superpartenaires. Pour chaque particule de matière, pour chaque fermion donc, il existerait un superpartenaire. Par exemple, le double de l'électron est nommé sélectron. Et pour chaque particule de force, les bosons, il existerait aussi un superpartenaire. Dans le cas du photon, ça serait le photino. Et chaque particule supersymétrique appartiendrait à la catégorie opposée à celle de son double. Ainsi, le sélectron serait un boson et le photino serait un fermion. Il y aurait donc autant de bosons que de fermions, et le modèle standard serait incomplet. Toutefois, aucun de ces hypothétiques jumeaux n'a jamais été observé. Mais là où l'idée semble prometteuse, c'est que grâce au progrès technologique, nous devrions bientôt être fixés sur la question. En effet, la création de particules supersymétriques requiert une énergie théorique phénoménale. Et l'accélérateur de particules du CERN devrait bientôt être capable de produire l'énergie suffisante à l'observation de ces potentiels doublons. Si malgré les progrès du CERN, aucune particule supersymétrique n'est détectée dans les prochaines années, cela remettra fortement en cause cette théorie. Et par suite logique, la théorie des cordes elle-même. À présent, il est temps de conclure notre voyage. Et pour cela, quoi de mieux que de vous présenter une autre théorie? Là encore, celle-ci vise à combler les lacunes du modèle standard en proposant une approche différente de la théorie des cordes. Son nom, la gravité quantique à boucle. Contrairement à la théorie des cordes, qui inclut l'existence d'objets fondamentaux, la gravité quantique à boucle se concentre sur la géométrie de l'espace-temps elle-même. Dans cette théorie, l'espace-temps n'est pas considéré comme un continuum lisse, mais plutôt comme un réseau discret, constitué de boucles ou de liens qui relient ces différents points. Ces boucles représentent les interactions quantiques fondamentales entre les régions de l'espace-temps et forment une structure discrète. Ou une structure discontinue, si vous préférez. Pour faire valoir cette idée, elle utilise des concepts de la théorie des graphes et des mathématiques quantiques permettant de décrire ces boucles et leur évolution dans le temps. Elle repose aussi sur une quantification de l'air et du volume des régions de l'espace-temps. Un peu comme s'il était lui aussi constitué de briques élémentaires. Des atomes d'espace-temps, pour vulgariser les choses. L'un des aspects importants de la gravité quantique à boucle est la notion de spin du réseau. Mais qu'est-ce que cela signifie au juste? Eh bien, il faut comprendre que chaque boucle du réseau porte une quantité quantifiée du moment cinétique ou de spin. Et cette quantité représente les propriétés quantiques associées à la géométrie de l'espace-temps. Cette vision du spin permet de décrire les propriétés gravitationnelles de l'espace-temps à une échelle microscopique. En effet, la gravité quantique à boucle propose que les interactions gravitationnelles entre les particules soient dues à l'échange de quantités discrètes de moments cinétiques entre chaque boucle. En somme, cette hypothèse résout le problème de la gravité quantique. Cependant, tout comme la précédente théorie, la gravité quantique à boucle est encore à l'étude. Le problème reste le même. Elle est très difficile à tester expérimentalement car elle prédit des effets significatifs
mais à des échelles extrêmement réduites, qui ne sont pas directement accessibles par nos appareils de mesure. À nouveau, tout cela se passe à la longueur de Planck, qui est à 10 puissance moins 35 mètres, rappelons-le. Il existe de nombreuses autres théories ayant pour objectif de relever le plus gros challenge de la physique moderne, l'unification des 4 grandes forces universelles, et ce, à toutes les échelles de taille. La théorie du tout. Mais arrivera-t-on un jour à unifier l'infiniment grand et l'infiniment petit ? L'homme n'est-il pas condamné, par sa condition, à demeurer ignorant de la nature profonde de la matière qui le compose et de l'univers qui l'habite ? Peut-être bien. Pour autant, devons-nous baisser les bras devant l'ampleur de la tâche ? Certainement pas. Aujourd'hui, des milliers de chercheurs, de physiciens et de scientifiques travaillent d'arrache-pied pour trouver des réponses aux questions qui les tourmentent. Confortés par les découvertes qui se multiplient au fil du temps, nous sentons au plus profond de nous que les réponses sont proches. Mais chaque découverte entraîne aussi son lot de questions. Et finalement, n'est-ce pas là le plus grand secret de l'univers ? N'est-ce pas sa capacité à nous proposer toujours plus d'énigmes ardues à résoudre, à ne jamais livrer toutes les clés qui permettent sa compréhension, une source qui cultivera notre émerveillement et notre curiosité aussi longtemps que nous vivrons.